New York 1939, dans le quartier de Manhattan. Une jeune chanteuse noire est sur la scène du Café Society, un club qui a ouvert il y a quelques mois. La particularité de ce club de jazz est d'accepter les noirs et les blancs dans la salle. C'est le premier club des États-Unis à ne pas pratiquer la ségrégation. Dans les autres clubs de New York et du pays, les noirs sont sur scène pour divertir les blancs qui sont dans la salle. Elle s'approche du micro. Les notes de piano et de trompette remplissent la salle. Pour la première fois de sa vie, elle va chanter devant un public mixte. Elle pense à son père, mort 2 ans plus tôt en tournée parce qu'il n'a trouvé aucun hôpital qui acceptait les noirs. Southern trees bear strange fruit. Tous les regards sont sur elle et elle commence à chanter. Les arbres du sud ont des fruits étranges. Du sang sur les feuilles et du sang à leurs racines. Des corps noirs se balancent dans le vent du sud. Des fruits étranges pendus aux peupliers. Strange fruit hanging from the poplar trees. Avant la fin de la chanson, certains clients quittent le café. Mais la plupart restent sonnés. Ils viennent d'entendre Strange Fruits, la première protest song, le premier chant protestataire. Si le malaise est profond au sein de la communauté noire de tout le pays, c'est bien à New York que le mouvement des droits civiques prend naissance. Les clients du Café Society sont venus pour passer une belle soirée, ce qu'ils vont faire, mais aussi, et c'est nouveau, pour réfléchir, le temps d'une chanson, sur le sort que l'on réserve aux Noirs dans les États du Sud. Le lynchage. Here's a fruit for the crows to pluck. Pardon, je ne vous ai pas dit le nom de cette chanteuse. Elle s'appelle Eleonora Fagan. Mais tout le monde l'appelle Billie Holiday. Dès lors, sa vie va devenir un enfer. John Hammond, son directeur artistique au sein du label Columbia, refuse d'enregistrer le titre. Elle décide de quitter Columbia pour enregistrer avec Commodore Records, un label aux idées plus libérales. Le titre n'est pas diffusé en radio, mais c'est un carton commercial. Il divise profondément le pays et crée un scandale national. Une femme noire issue des quartiers pauvres tend un miroir à une Amérique sexiste, raciste, inégalitaire. Surtout, il provoque la colère d'Edgar Hoover, le terrible patron du FBI. Billie reçoit des menaces de mort et constamment suivie par des agents du FBI, elle est terrifiée. Les 20 années qui vont suivre, le FBI va faire vivre un enfer à Billie Holiday jusqu'à sa mort, en 59, à l'âge de 44 ans. The bulging eyes and the twisted mouth. Duke Ellington le surnomme le Maharaja du clavier. Billie Holiday l'appelle le maître du swing. Ella Fitzgerald, Louis Armstrong et Dizzy Gillespie disent de lui que c'est l'homme aux 4 mains. Ce bombardier brun du boogie-woogie que ses amis appellent O.P., c'est Oscar Peterson. Né au Canada, il s'est imposé sur la scène jazz de New York par son jeu unique et ses solos d'anthologie. Dès 1950, il forme un duo avec le contrebassiste Ray Brown et cartonne dans les clubs de la ville.
2 ans plus tard, il commet l'irréparable. Il embauche le guitariste Barney Kessel pour former un trio. Le problème est que Kessel est blanc. Il est impossible qu'un blanc soit au service d'un noir dans l'Amérique des années 50. D'autant que les guitaristes sont majoritairement relégués au rôle d'accompagnateurs dans le jazz, alors qu'ils ont un rôle central dans le blues. En 1953, Hoppy remplace Kessel par Herb Ellis et c'est de nouveau un scandale. Ellis est blanc et juif. Edgar Hoover, le patron du FBI, est furieux. Comment un blanc juif ose-t-il monter sur scène avec un noir et l'accompagner? Lui qui veut une Amérique de WASP, des anglo-saxons blancs de confession protestante. Le trio d'Oscar Peterson subira de nombreuses attaques racistes et antisémites pendant les 3 années à venir. Mais contrairement à Billie Holiday, ils survivront à Hoover. Oscar Peterson va jouer du piano sur plus de 200 albums, va recevoir 7 Grammy Awards au cours de sa carrière de plus de 60 ans. Herb Ellis va jouer avec Billie Holiday, Louis Armstrong et Ella Fitzgerald et va même fonder un groupe avec Barney Kessel, Charlie Byrd et Tal Farlow, The Great Guitars, l'un des premiers quatuors de guitare dans le jazz. Les deux sont morts à plus de 80 ans, entourés de leurs proches. Fait rare pour des jazzmen, dont l'espérance de vie est assez faible. Je viens de dire que le guitariste a souvent été relégué au rôle d'accompagnateur dans le jazz, ce qui est reconnu des spécialistes. Mais il y a toujours une exception qui confirme la règle. Il s'appelle Jean Reinhardt, est né en 1910 en Belgique de descendants tziganes. Il va grandir à Paris où on l'appelle Django. Django Reinhardt. Django est le premier jazzman à émerger d'Europe avec son style qu'on va appeler le jazz manouche. À ses débuts, Django jouait souvent dos au public pour éviter qu'on le copie. Très vite, il a compris que personne ne pourrait un jour jouer comme lui. Écoutez, vous allez comprendre.